Alors nous revoilà, l'heure du conte qui revient dans vos demeures, dans vos chaumières. Alors bonjour chez vous, bonsoir selon le cas. C'est un autre rendez-vous avec notre ami Jean-Claude que je salue. Salut Une Roger, autre mon fois. ami. Eh oui. Comment va la gorge là, après quelques temps? Tu Là? sais que la dernière émission, on a eu des petites Des tribulations. des petites vibrations sonores. Ah oui, mais c'était normal après les relents de ta grippe et tout ça. Mais là, ça va mieux. L'impression Chaque qu'on semaine, bon. doit passer au travers de cette émission-là, mais si on passe pas au travers, tu sais ce qui t'attend. Ah ben oui, c'est à moi qui va revenir le micro. Ben oui, ça me fera plaisir d'essayer de suppléer si d'aventure je devais le faire, mais avec mes moyens. Je n'ai pas le talent de conteur comme que toi. On se calme. Essaie de te dévaloriser, là, puis tu feras le meilleur que tu pourras, puis moi, je commenterai ta place de la meilleure façon que je peux. Eh bien, on verra, Alléluia. en espérant que vous autres, vous soyez satisfaits de ce qui pourrait arriver. Mais c'est pas fait encore, c'est pas fait Bonjour, encore. monsieur, dame, acceptez-nous tel qu'on est. Hein? Alors, hey, tu sais que notre compte, là, il achève, là. Il nous reste, quoi, 2-3 émissions, là? 2-3 émissions. À peu près. 3 émissions, Bon. franchement. OK, alors on continue, là où on s'était laissé la dernière fois. C'est rendu au petit monde des chantiers. Bon. Ça Le veut dire quoi, gros- le petit monde des chantiers, ça? Le petit monde, ça veut dire Tout ce qui l'atmosphère, ce qui gravite autour. Les personnes qui travaillent là. pas les petites gens. Non, 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 Le non. petit monde. Non, non, non. Le petit monde, ça veut dire tous ceux qui étaient là. Ouais, hein. ouais, Les proches. Le milieu de travail. C'est ça. OK. Et celui qui cordait demanda à dit Paul, manges-tu avec nous autres? Ou bien si tu t'en vas? Ben, si vous m'invitez, je vais rester, puis dit Paul en déposant ses outils. Au moment où les deux jeunes hommes arrivaient, voyons, au même moment, dis-je bien, deux jeunes hommes arrivaient suivis par un beau cheval blanc. Le cheval s'arrêta au commandement de son maître, qui détacha la charge avant de lui demander d'avancer d'un pas. Le cheval s'exécuta, et son maître détacha les chaînes sur le devant de la sellée pour lui demander d'aller se tourner. Tu sais, on emportait ça de voir un cheval, Mhm. puis on a montré Ouais, comment on c'était. a montré. Le cheval obéit et revient trouver son maître, qui lui carrossa le museau, et lui arrangea la crinière. Petit Paul dit alors au charretier, « Vous avez une belle bête bien dressée, monsieur? »« Ah, mon blond, j'en suis fier, lui dit-il, en lui enlevant sa bride et son attelage pour ensuite la recouvrir d'un petit tapis, et lui dit, mange tranquillement, avant. Il lui tapotait, dis-je bien, le cou. Il revint vers Petit Paul et il lui demanda, « Paraît, tu viens de la Baie-Saint-Paul, toi? » Oui, monsieur. Ben oui, dit Petit Paul, Oui. en s'approchant de plus près. Moi, j'ai connu un gars de chez vous qui m'a montré à travailler avec un cheval sans corde d'eau. Seulement qu'à la voix. Seulement qu'à la Il n'y a voix. pas de guide, Pas de pantoute, guide. Il s'appelait comment? Demanda le jeune mesureur. Michel Simard, dit-il avant d'ajouter. J'ai travaillé là, avec lui tout un automne pour faire du grand bois, puis 3 étés sur la construction de la dalle. Le monde est petit pareil, fit Petit Paul. Moi, là, je reste avec lui puis sa femme, le frère de sa femme et son mari Léopold, le frère de notre boss François ici. Là. Il est assis, qu'on mange en placotant. Quand tu verras Michel, le saluer, puis dis-y que je me suis trouvé un cheval pas pire, puis que je travaille toujours pour la BTB. La BTB Paper. Ouais. C'est ça. Ouais, puis le jeune homme, tout fier, qui se mit à raconter en détail tout ce qu'il connaissait des exploits du grand Paul Baillargeon. Mhm. Parce que tu sais que Paul Baillargeon, il avait travaillé là en même temps que Michel, ou vice-versa. Puis c'est ce cheval-là que c'est de ce cheval-là, dis-je bien, que grand Paul s'était servi pour faire son exploit, c'est-à-dire lever un cheval de terre avec son dos. Avec son dos. Il s'était plié en dessous du cheval. Mm. Il venait d'arriver, il l'avait dételé, il l'avait flatté un peu. Il avait encore son attelage sur le dos. Il était juste sorti des manoirs. Puis il avait pris son souffle, puis il avait levé le cheval à peu près de 8 à 10 pouces de terre. Fallait le faire. Fallait le faire. Pas tout le monde qui se C'est déplie comme ça pas dans le tout tour le d'un monde cheval. qui faisait ça, effectivement. Mais les Baillargeons étaient réputés pour leur force herculéenne, évidemment. Physique phénoménal. Phénoménal. Bon, je viens voir avec le grand Paul Baillargeon. À mesure qu'il donnait des détails, M. Hardy, parce que lui, c'est Hardy avec qui il travaillait, approuvait et précisait au grand plaisir du jeune mesureur et des 4 autres hommes
assis autour du feu, et qui écoutaient avec intérêt, naturellement. Quand l'un d'eux offrit du thé à Tipol, il n'avait pas encore pris une seule bouchée de son langue. Dans ma prochaine lettre à Baie-Saint-Paul, je vais tout dire ça à Michel. Il va être content. Ça va lui faire plaisir de dire le jeune mesureur tout fier. Et M. Hardier d'expliquer à ses compagnons. Ce Michel-là, hein, qui m'a montré comment avoir soin d'un cheval, là. Lui, il avait un vrai bon cheval qui écoutait à parole, encore mieux que mon blond à moi. Et Tipol de préciser la provenance du cheval. Comment il avait été maltraité avant qu'il tombe dans les mains de Michel, qu'il avait eu l'aide de M. Bergeron de Saint-Hilarion pour le reprendre en main. Soudain, l'un des sieurs se leva, tira sa montre de poche et dit « Les gars, savez-vous que ça fait 3/4 d'heure qu'on placote, là, déjà? » Il arrêtait pas plus de 20 minutes, une demi-heure. Le Tipol avait volé la vedette. Les autres se levèrent tous ensemble, et M. Hardier d'échapper. On n'a pas vu le temps passer. Il dirigeait vers son bel animal, que Tipol allait caresser encore une fois, et lui donner la main et le remercier. Il la vit reprendre l'ouvrage, tandis qu'il reprenait ses outils et rebroussait le chemin. Il regarda en passant le voireau et demanda s'il avait été si sévère. Il estima que oui, et il laissa travailler la 4e équipe. Il mesura avec précision chacune de ces belles grandes cordes, crayonnant et martelant un très grand nombre de billes. Il remarqua cependant que le bois était beaucoup plus sain, plus gros aussi, toujours en étant de plus en plus objectif possible, dis-je bien. Il mesura les autres empilements, mais il aperçut que la hauteur laissait à désirer. Et il se résigna donc à en prendre des mesures de hauteur, d'en faire une moyenne, afin d'arriver à une déduction nette de 3/10 de corde par empilement. Il arrivait à l'avant-dernier empilement lorsqu'il vit arriver un grand cheval noir qui avait l'air de boiter. Il demanda au charretier « Il a perdu un fer, comment? » « Oui, fit l'homme, en arrêtant le cheval. « Puis, vous avez bien pour lui enlever l'autre fer? » J'ai rien qu'une vieille lime puis une vieille paire de pinces. On va bien. Donnez-moi ça, ouais, fit Tipol. Il prit la patte entre ses jambes. On s'entend, c'est une patte de devant. Il prit la patte entre ses jambes, frappa sur le côté de la lime. La siotte, tu sais qu'une lime à siotte, c'est une lime à 4 faces qui lime, là. Oui. Elle lime 4 faces en même temps. Oui? Oui. Ah oui, à cause que Oui. Ah bon. OK. Mais pas de demain. Un losange. Bon, c'est le mot que je cherchais, qui n'arrivait pas. Ah. On va voir bien qu'on est deux, hein. Alors. Bon. Il frappa sur la lime à siotte sur chacun des clous, avec le dos de son marteau de mesureur que vous avez déjà apporté, et il réussit à redresser chacun des clous et à les enlever avec la pince un par un. Merci, fit l'homme, encore éberlué de la débrouillardise du jeune mesureur. Tipol avait eu le temps de se laver les mains au camp des mesureurs avant d'arriver dans la cuisine, presque en même temps que les autres. François l'attendait. Qu'est-ce qu'il y a là? T'as-tu eu le temps de finir? Oui, lui dit-il. Devine ce que j'ai fait à part de mesurer. Ouais. Ben, t'as essayé le siotte d'un gars. Non. J'ai enlevé le fer d'en avant qui restait au grand cheval noir de la 4e équipe. Avec quoi? T'as fait ça? Questionna son patron. Ben, avec une vieille lime à siotte, des vieilles pinces, puis que le gars avait dans ses poches, puis mon marteau de mesureur, lui précisa-t-il, tout fier. Mais t'as pas de bout, fit François, impressionné. Mange pendant que c'est chaud, là. Il se trouvait à couper la tête des clous de fer à cheval. Là. Non, mais pour y enlever là, le fer, là, comme il n'y a qu'une lime. Écoute, quand le cheval, si tu vois une patte de cheval comme ça, là, les clous, ils ont été rentrés comme ça, puis ils ont sorti comme ça, puis on les replie ça. OK.
Puis lui, en prenant la patte comme ça, il a frappé sur le côté du clou qui était à côté sur la corde, là, pour redresser le clou. Dresser le clou. Puis le clou, quand il était doué, ben, il donnait que Des petits coups, puis ça lui permet de Puis avec sortir. la pince, il l'a sorti. OK. Voilà, C'est clair, on s'entend? ah ouais, on s'entend, on comprend. Bon. Ben, quand on n'a jamais fait de ça, hein, qu'on n'a jamais vu Ben, ça, ben c'est là, mais embêtant. faut questionner pour le savoir. Puis quand on le sait, après ça, on s'en rappelle. Eh oui. T'as pas de bout! Il était bien fier de ça. Là. Il terminait le repas et il se dirigeait vers le camp des patrons. Où François demanda au jeune mesureur, place-moi donc un peu le reste de mes papiers, là, s'il vous plaît. Tu fais ça mieux que mon commis. Merci, boss, je suis le jeune homme tout fier. Il tapina rapidement le travail clérical pour finalement dire à son patron, faut que j'aille vérifier mes chiffres. Là. Assis-toi encore un peu, là. J'ai une proposition à te faire. C'est quoi? Fit-il pas l'intrigué? Monsieur Giguère, le père de Marie-Blanche, ma femme, là, m'a téléphoné le soir que j'ai été couché chez nous. Il voudrait que tu viennes jouer de la musique dimanche après-midi à Beaupré. Il s'occupe d'organiser un gala d'amateurs. Je vais demander à mes deux gars qui m'accompagnent s'ils veulent. S'ils veulent, on va y aller. M. Giguère pensait que tu étais tout seul. Ben, dis-lui là, que j'ai deux très bons accompagnateurs, puis si on joue tous les trois, on a les chances de gagner. Bon. Faudrait que je descende à Bordet pour lui expliquer le changement. Mais non, non. Essaye ça de suite, là, en parlant au gardien qui va faire ton message. C'est une idée, fit François, en s'emparant, dis-je bien, de la sonnette du gros appareil. Et Paul de lui dire qu'il s'en allait pratiquer avec ses amis et leur annoncer la nouvelle. En arrivant, il s'assit à sa place habituelle et leur dit « Dimanche après-midi, on va jouer au gala d'amateurs à Beaupré. » Les autres, estomaqués, regardaient Paul, qui lança sans plus d'attention la galope de Malbé. Quand il s'arrêta, le chef cuisinier lui demanda « C'est quoi ton histoire de gala, toi là? » Le jeune mesureur, tout fier, expliqua tout ce qu'il savait, pour finir par lui dire qu'il entendait une nouvelle de François qui essayait d'arranger les choses. La surprise passée, les trois musiciens rendirent plusieurs morceaux de leur répertoire d'une façon impressionnante. Ils s'arrêtèrent en voyant arriver François qui leur lança « Si vous jouez comme ça dimanche, là, vous avez bien des chances de gagner. » Comme ça, c'est correct de questionner Paul? Oui, fit François. Pardon. Mais je voudrais que vous ayez trois chemises de la même couleur. Achète-le-en chacun une, je vais le payer, moi, fit le gros chef cuisinier. Non, chef. C'est la compagnie qui va les habiller. Oui, ils vont nous représenter. Et les musiciens de laisser le gros chef lire l'étiquette de la grandeur de leurs chemises respectives. OK, François, dit le chef, une 14, une 15, une 16. Il y a trois sortes de coups. Rouge, ma carotero! Carotero! Crièrent les amis du camp, tout fiers de ce qui arrivait à leurs compagnons musiciens. Ils continuèrent de jouer jusqu'à 8h30, alors que le chef François et Paul sortaient et que les autres regagnèrent leurs couchettes respectives. J'ai envie d'aller voir ça dimanche après-midi, fit le gros chef à François, qui hésita un instant avant de répondre. On va trouver le moyen d'arranger ça, là. Bonne nuit, chef, fit François. Et Paul firent François et Paul tout ensemble. Puis, en marchant vers le camp des patrons, le jeune mesureur demanda comment tu penses que tu vas arranger le voiturage, toi là. J'ai une idée, lui répondit le patron. Ben, on pourrait installer des bancs dans le camion de Grand-Paul, suggéra Paul. T'es-tu fou, toi, là? On n'est pas pour arriver là, à Beaupré, en troc, en plein dimanche, on fait rire de nous autres, voyons donc. Répondit François avant d'ajouter. Cherchant encore, là, on peut trouver mieux. Allons dormir, dit le patron. Bonne nuit, mon homme, va te coucher, va, pour que tu te reposes. Le lendemain matin, à 5 heures, ils arrivaient au réfectoire et, sans avoir ouvert la bouche, ils commencèrent à manger.
Tout d'un coup, assis un en face de l'autre, François lança. Je pense que la compagnie a un grand passager en bas au moulin. Mais essayez de l'avoir quand je vais aller demander à M. Hardy de payer vos chemises. Ici, Jean-Claude, on fait une petite pause, s'il te plaît. On garde notre place. On paye les chemises, c'est correct? Là, on va essayer les chemises, voir s'ils font bien dans le coup. Et puis, on se retrouve après la pause commerciale. À tout de suite. Alors, Alors, nous revoilà avec notre deuxième et dernière partie de cette émission, Jean-Claude. On s'était laissé il y a quelques petits instants. On se prépare pour aller au gala, là. Hein? Puis là, on va se trouver un véhicule, là. moi, puis là, ils ont placoté de différentes choses, puis ils ont décidé que ça prenait des chemises corbettes rouges. Le cuisinier a lu en arrière de la grandeur des chemises de chacun. 14, 15, 16, un petit coup, un moyen coup, on va un se gros mettre coup. swell pour utiliser des termes anglais. Bon. Puis, ils vont en voir en bas pour demander s'il peut servir de la grosse voiture, le 7 passagers qui est en bas. OK. Penses-tu qu'il va vouloir te donner ça, toi, là? Il devient le mesureur. C'est bien rare qu'il me dit non, de répondre François. Ils continuèrent de déjeuner presque en silence. Ensuite, ils récupérèrent leur lunch et gagnèrent leur camp respectif. 5 minutes plus tard, François frappa la porte du jeune mesureur et lui dit « On y va, boss, je suis prêt. » Et il sortit ses outils à la main pour suivre son patron qui déjà marchait allègrement devant lui. Quinzaine de minutes plus tard, François l'arrêta devant l'endroit où le jeune mesureur devait commencer son travail. De pile en pile. Tiens, mon homme, mesure-nous ça là, comme il faut. Il devrait venir manger avec nous autres vers midi. Je devrais venir manger avec vous autres vers midi. Bon, c'est mieux comme ça. OK, boss, je fais de mon mieux, dit le jeune homme en se mettant à l'ouvrage. Le bois était aussi gros que celui du chemin précédent, et le travail aussi bien fait que de la première place qu'il avait mesurée. Il mesura un premier empilement d'une quarantaine de cordes, et il ne trouva absolument rien à dire. Il se dit en lui-même, ça ressemble pas mal à la première place que j'ai mesurée, ça. Mais il trouva curieux que les bûches de 12 pouces, 10 pouces, 12 pouces et plus soient cordées à 4 ou 5 pieds de hauteur. En approchant, non. Oui. J'ai voulu aller trop vite. Laisse-moi gérer ça. L'empilement suivant, c'est pas ma job aussi. Il se questionnait toujours, mais rapidement, baguette à la main, il commence à faire le tour de la belle muraille de bois. Là encore, impossible de trouver quelque chose à déduire. En dessous du nom des 5 manques de liquide à la deuxième ligne, il inscrivit 43 corps. Encore ici, la hauteur d'épaule de belles grosses bûches était bien visible. Tout en marchant vers le troisième empilement, il sortit sa musique à bouche, qu'il avait toujours dans sa poche de chemise, et commença à moduler un air qui lui trottait dans la tête depuis la veille. Il le répéta afin de bien s'en souvenir, puis remit son instrument dans sa poche et commença à mesurer. Encore là, du bel ouvrage de grosses billes à hauteur d'épaule, ce qui lui fit dire en lui-même, le gars qui court, là, ça doit être tout un homme. Oui, j'allais t'interrompre pour te demander, effectivement, une bille de 10-12 pouces, la hauteur des épaules, là, ça prend un costaud pour tirer ça en haut, là, hein? Effectivement. Alors, c'est pour ça que quand on les voyait en bas, on comprend un petit peu, le gars, il veut pas trop forcer, mais quand il met là, hein? Ouais. Tu vas tout comprendre ça. Allez. J'ai pris le temps de l'expliquer ici. Après un troisième tour de l'empilement, presque parfait, il transcrivit la troisième ligne, 40 cordes. 41 cordes, dis-je bien. Puis il s'assit pour manger sa pomme. Mais s'arrêta net pour sortir son harmonica et trouver ce qui manquait à l'air qu'il avait ébauché. Quand il souda ces deux nouvelles notes ensemble, qu'il avait dernièrement trouvées, il obtint un rire qui lui plaisait. Et il le répéta 2 fois afin de bien s'en souvenir. En ramassant sa pomme, il se remit en marche.
et avec tout son équipement, en cherchant un titre déjà au morceau de musique qu'il venait d'inventer. Oui, de l'inventer. Ouais. Tout en marchant autour de cet empilement plus long que les précédents, il martelait, dis-je bien, et crayonnait un grand nombre de billes. La longue corde mesurait 88 pieds de long, soit 44 cordes. Il termina rapidement de mesurer la 5e, car il était tout près du président. Là encore, il ne trouva aucune déduction et y inscrivit 43 cordes dans son calepin. J'avais un titre, bon cheval de chantier. En arrivant au 6e empilement, un grand cheval gris se dirigeait vers lui. Il s'écarta pour le laisser passer. Il le vit rebousser chemin au bout de la pile, repasser devant lui et rejoindre son maître qui l'attendait pour lui tapoter le cou. Il lui dit, viens te reposer, viens, viens. Parce qu'on traitait les chevaux là, dans les équipes de même. On traitait le cheval comme un être humain. Mm. On lui parlait. Tu m'as dit tantôt, sans guide, là, c'en est, ça, des chevaux qui travaillaient sans guide. Mais quand il disait, va te tourner, ben c'est bien certain que la première fois, il a très probablement dû marcher en avant de lui. Il vient, on va te montrer où aller, puis il s'est fait suivre. Et voilà. Bon. Il savait Puis où là, aller. la fois suivante, ben, il a dit, vas-y, là, va le tourner, tu sais, te l'ai montré tantôt. Ah oui, là, vas-y, va, t'es capable. Ah, continue. Mm. C'est de même qu'on parlait des chevaux. Eh oui. Moi, je parle cheval. Là. Oh oui. Non, c'est. Non, mais c'est comme un autre animal, hein, quand il est bien entraîné, avec la douceur, et on fait ce qu'on veut avec, hein, Exactement. au lieu des brusquer puis des blesser, comme certains ont fait aussi. Hein. Ça s'est vu aussi le contraire. Mais enfin, ça, c'est autre chose. Bon. Puis son maître l'attendait là, pour lui tapoter le cou. Après, il a fait ça. Il a te reposé, viens. Il salua les deux sieurs et l'espèce d'Hercule qui cordait. Mhm. Ils s'arrêtaient pour le saluer avant de reprendre leur travail et aider le gros homme à ramasser les dernières bûches. Pendant ce temps-là, le jeune mesureur avait eu le temps de rejoindre le charretier qui avait dételé son cheval et lui mettait un tapis sur le dos. Tu vois, tous les petits détails. Pas laisser aller le cheval dans le coin, lui tirer une galette de foin, puis Non, plus que ça. plus que ça. Bonjour, monsieur, vous avez une belle bête. Vous en avez bien soin, fit le jeune homme plein d'admiration. Ah, mon pit, là, c'est sa première automne dans le bois, mais je commence à avoir de l'agrément à travailler avec lui. Il comprend comme une personne. Je suis bien content de lui. Je l'ai trouvé chez l'abri à Saint-Louis-de-Pintendre. Viens t'en manger, viens, fit-il avant de lui dire qu'il avait remplacé M. Hardy 1 mois l'automne passé, quand il avait été hospitalisé. Boss François était content de moi, puis m'avait dit « Trouve-toi un bon cheval, là, puis je t'aiderai à te faire une bonne équipe. » C'est la première année qu'il y a 5 équipes ici pour boucher les maîtres chemins. Comprends-tu? Mhm. Pour le récompenser, Boss François, il avait essayé de trouver un bon cheval. Puis il avait trouvé ça chez l'abri. L'heure du lunch. Au même instant arrivait le jeune homme qui abattait en forêt. Il le lui présenta. « C'est mon neveu, Alfred Langlois. »« Bonjour, Alfred, fit le jeune mesureur. Moi, je suis pas le joueur, le mesureur. Nous autres, on te connaît, là, parce qu'on t'entend jouer de la musique dans notre camp. Là. » Et il continua en disant, « Un matin, là, j'abattais une pointe qui était restée le long de la ligne. Là. Puis il me semble que j'ai entendu de la musique. » « T'as pas rêvé. C'est moi qui pratiquais un air qui me trottait dans la tête depuis le matin. » Et il sortit son harmonica pour lui interpréter. Il jouait encore quand François arriva pour manger avec lui et l'équipe. « Vous n'avez pas l'air de vous ennuyer, fit le patron avant d'ajouter. « C'est le temps de manger, là. Venez nous trouver, venez. »« On s'en vient, fit l'homme à cheval. C'est ce mon neveu Alfred qui avait cru entendre la musique et Paul lui montrait qu'il rêvait pas. » Ils rejoignirent les autres autour du feu et commencèrent à manger. Et Boss François, d'entrée de jeu, de leur dire à voix haute, « Vous êtes ma dernière équipe, mais vous êtes ma deuxième des meilleures. » Merci, Boss. On reprend le compliment. Et ça. Parce qu'on travaille fort puis on s'applique. On a bien travaillé, fit le charretier. Et c'est vrai que des équipes de gars dans le bois comme ça, hein, tu es capable d'en témoigner, qui étaient bien menés par des bons foreman, des meilleurs rendements, puis étaient plus rentables pour les compagnies. Oui. Et mon père me contait ça aussi, Ben oui. quand il était dans le bois. Les gens étaient valorisés, étaient vantés par les patrons. Ouais. Ah, vous êtes bons, vous Bon, travaillez bien. beau travail. Je suis fier de vous autres.
on se comprend. Les gens se poussaient. Les gens se poussaient. Ouais, poussaient eux-mêmes. Ça me faisait plaisir de vous le dire devant le mesureur, là, vous le méritez. Et Paul d'ajouter, j'ai jamais vu des grosses billes cordées aussi haut dans la pile. Coup de bain. Notre gros, reprit le patron, là, une bûche d'1 pied de diamètre, là, l'accordée à 2 pieds de terre ou bien 4 pieds, pour lui, c'est pareil. C'est pareil. Mais c'est un gars qu'on est poli avec, par exemple. Ouais, il est fort comme un tracteur. On est poli. Les gars riconaient quand Paul l'ajouta. Les chevaliers vont vous remercier quand ils vont savoir que c'est lui qui a fait ça. Paul, reprit le gros homme. D'abord, t'es pas obligé de le dire. Hein. Écoute-moi bien. Quand je cours de ce temps-ci de l'année, là, j'ai 2 pieds sur le dur. Là. Dans le mois de janvier, février, là, il va y avoir 3-4 pieds de neige. Là. C'est pas drôle d'aller chercher des grosses bûches dans le fond de la pile. J'aime mieux les corder comme du monde tout de suite pour pas qu'ils viennent me chercher pour me demander d'aider dans le mois de janvier. Et il ajouta, j'aime pas ça, travailler dans la neige en dessous des bras. Et boss François de lui dire, si un des foreman te demande ça, tu viendras me voir, mon ami, il m'a t'arrangé ça, tu vas voir. Merci, boss, c'est la seule chose que j'avais sur le cœur depuis 5 ans que je travaille avec vous autres. C'est fini, mon homme, fit boss François, en allant lui donner la main, suivi par Paul qui s'excusa. OK, mon gars, là, à cette heure, t'es mon ami, tu vois là. Paul avait l'air d'un petit gars au côté de son père. Quand le colosse lui demanda, s'il vous plaît, le genou, le morceau que tu jouais tantôt. Et Paul s'exécuta au grand plaisir de tous. Boss François. Bon, fit Boss François. Je vous autres, votre musicien, là, moi, j'ai besoin du mesureur. Salut, les gars, fit-il à ces hommes souriants. Es-tu bon pour marcher? Lui demanda François. Oui, mais tu marches vite en démontre, voilà. Je ne suis pas sûr d'être capable de te suivre. Jean-Claude, on pourrait peut-être se... on va finir cette petite section-là, là, ouais. Viens, m'en finir de te ménager. C'est ma ligne. Ah oui, c'est ta ligne de tantôt, ça. Viens, me te ménager, fit le patron. Rapetisse ta baguette, là, puis mets ton marteau dans ton pack-sac. Il marchait dans un chemin essouché et bien nivelé, qui paraissait toujours descendre un peu, lorsque François s'arrêta pour lui dire « C'est paraît-il que les gars vont chavoyer cet hiver. Vois-tu que ça descend tout le temps un petit peu? » « Oui, j'ai remarqué ça, fit Paul, en reprenant son souffle. Et François d'ajouter « On va arriver en face de la cache numéro 2. Là. Puis là, ajouta-t-il, ils vont prendre le chemin, puis ils vont se rendre en centrale électrique. » T'as pensé à tout? Puis, Paul. Puis moi, je sais ce qu'il répond, là. C'est pour ça que la compagnie me paye. Bon. Il nous reste un peu de temps. Pour aujourd'hui, on a comme vu un terme à ta série, à ta partie de compte que tu avais réservée pour aujourd'hui. J'ai essayé de séparer ça en deux, ce qui restait. Ça nous permet peut-être, les 2 minutes qui nous restent, Normand me fait des signes, là, de parler peut-être un peu de cette revue que tu nous as apportée, que vous allez voir d'ailleurs à l'écran tout à l'heure. Normand va nous la montrer. Et c'est la revue populaire, une revue destinée aux femmes. C'est l'ancêtre un peu de notre châtelaine qu'on a connue dans les années 70-80. Dans les années 30-40, c'était cette revue-là qui était très populaire, c'est le cas de le dire, auprès des femmes. Et ce qui est intéressant, c'est la publicité derrière, que je te laisse un peu nous raconter. Et qui, soit dit en passant, ça vendait 15 cents l'unité. L'unité. 15 cents l'unité, ce sont des revues, j'en ai 3 comme ça, là, qui m'ont été données par Thérèse Odette, Thérèse, la femme Albanie, la branche. Des revues qui contiennent plein de choses pour les femmes. Il y a des contes, pas des contes, mais des feuilletons dedans. Il y a beaucoup de mode. Bref, la femme qui pouvait s'abonner à ça dans le temps, là, c'était... On s'occupait, on essayait avec cette revue-là de s'occuper de la femme qui, souvent, était veuve, dans le sens que son mari était souvent à la guerre. Et il fallait qu'elle meuble son esprit avec d'autres choses, etc. J'ai le goût de dire que c'est le pendant du bulletin des agriculteurs pour l'homme
Et ça pour la femme de la maison, ou à peu près. C'est pas mal ça. À peu près. Et la publicité qu'on voit, là, il nous reste quelques petites minutes, hein, c'est l'enrôlement des femmes dans l'armée. On en parlait un peu plus tôt dans l'émission. Bien, pas de l'enrôlement, mais de l'armée. Les femmes aussi étaient recrutées. Hein? C'est cette publicité-là. Ce qu'on appelait les CWAC, là, CWAC, CWAC, c'est Canadian Women Army Corps. Mm-hmm. C'est les femmes, les jeunes femmes s'embauchaient dans ce corps-là pour devenir de vrais militaires. C'est-à-dire qu'à partir de là, elles avaient suivi tous les entraînements possibles. Elles étaient capables de mener un char d'assaut. La preuve, on la voit ici, là, et sortir d'un gros bateau lors d'un débarquement. Donc, les femmes n'étaient pas réservées qu'aux infirmeries de l'armée ou pour les cuisines ou pour l'entretien des tentes, mais aussi pour aller sur les fronts. C'est pour ça qu'on leur disait, prenez part à l'invasion. Voilà. L'invasion, ça veut dire que tout le monde travaillait pour se sortir de la guerre, pour la gagner, cette fameuse cause, guerre. Eh oui. Bon, écoute, Jean-Claude, le temps nous bouscule. On est au terme de cette émission. On va se retrouver une prochaine fois pour quoi? L'avant-dernière ou environ de notre récit. Il en reste deux, d'après mes calculs. D'après tes calculs. Alors, écoute, c'est l'inexorable fatalité. Hein? Il faut vivre avec ça. Mais on va dire aux gens de ne pas désespérer. Ah! Mon 6e tome est presque fini d'écrire. On va le lancer, puis après qu'on l'a relancé, on en prend des copies comme ça, là. Puis c'est ça qu'on vient vous dire ici. À la télévision. Au meilleur de ta voix. Quand elle est bonne. Alors là-dessus, Jean-Claude... Je la parle tantôt. Là, oui. À un moment donné, j'ai eu un vilain d'être là. Mais ton relève était là. Il était prêt. Ton relève était là. Hey, on se laisse là-dessus. On dit bonjour à nos amis à la maison. Alors, on se retrouve lors d'une prochaine émission. Merci, Jean-Claude. Messieurs, dames, à la prochaine. Bye-bye, à bientôt.